faut absolument persévérer et avancer. Et on y arrive. Suivre ses intuitions et être curieux et se faire confiance. Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines, un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fée aux groupes internationaux à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sertir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, Brillante, je vous fais découvrir non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel, pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, je reçois 2 femmes brillantes de la joaillerie. Karen Chastagnol, la directrice du musée de Marly, et la commissaire de l'exposition que nous allons vous dévoiler. Et Anne Camilly, qui est donc co-commissaire, mais aussi fondatrice du musée à la carte. Bonjour Karen. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour. Karen et Anne, est-ce que vous aimez les bijoux ? Oui, moi j'ai toujours beaucoup aimé les bijoux. Et avant d'être conservateur de musée, j'ai fait un petit passage express dans le milieu de la mode. Et j'ai adoré côtoyer les créateurs de bijoux, et notamment chez Chanel, où j'ai travaillé quelque temps. J'ai toujours aimé les bijoux depuis mon enfance et lorsque j'ai fait mes études de traduction et d'interprète à Paris, qui n'avaient rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui, certes, eh bien j'ai eu la possibilité de faire un petit mémoire sur un sujet qui me passionnait et j'avais naturellement choisi les pierres précieuses et j'étais allée travailler à la bibliothèque Forney où il y a un nombre de livres absolument incroyables sur les plus beaux bijoux du monde et sur les pierres précieuses. Si on est là, c'est pour cette exposition particulièrement intrigante qui s'appelle Séduction et pouvoir. Et alors la séduction, d'après ce que j'ai compris, ça commence par les cheveux. Les cheveux ont toujours une importance très très vive dans la question du paraître, et notamment sous l'Ancien Régime et particulièrement sous le règne de Louis XIV, puisque Louis XIV lui-même mettait beaucoup d'ardeur à mettre ses cheveux en valeur. Il avait une très belle chevelure étant jeune homme. Il était blond, il avait des cheveux longs. Et malheureusement, très jeune, il a été atteint de calvitie et ça a été un drame, car il fallait maintenir en fait cette apparence, cette puissance de la chevelure. Donc, il s'est fait confectionner dans un premier temps des perruques à fenêtres qui permettaient de mélanger les cheveux véritables avec les cheveux de la perruque à l'aide de trous qui étaient appliqués sur la perruque, qui permettaient de retirer des mèches de cheveux naturels et de les mélanger aux cheveux qui, à l'époque, étaient des cheveux qui étaient acheté aux paysannes. Et quelques temps après, Louis XIV a véritablement perdu beaucoup plus de cheveux et a décidé de se raser entièrement. Et à cette époque-là, donc, il a fait réaliser des perruques entières. Tout au long du règne, la perruque n'a cessé de se développer, en hauteur notamment. Plus la perruque était haute et plus le rang et l'importance du personnage étaient affirmés. Et bien sûr, à la cour, tout le monde a suivi cette mode, puisque le roi portait la perruque, l'ensemble des courtisans portaient également la perruque. On n'a pas la perruque de Louis XIV, mais on a au moins une boîte.
On a une boîte à perruques, alors qui n'est pas de la période de Louis XIV, mais plutôt de la période de Louis XV, qui est une boîte en bois qui représente une scène chinoise, comme très souvent ce type d'objet. On a également une boîte à poudre de perruques, puisqu'après avoir porté des perruques au naturel, on a commencé à les poudrer. Et ça donnait d'ailleurs des scènes qu'on trouverait assez drôles aujourd'hui, puisque le coiffeur, perruquier, lançait la poudre en l'air et la poudre redescendait se poser sur la tête emperruquée du courtisan et on protégeait le visage avec une sorte de cornet pour que on ne se retrouve pas le visage couvert de poudre. Donc on avait pas mal d'accessoires, effectivement, ces boîtes qui contenaient les perruques, des boîtes qui contenaient de la poudre de perruque. Et alors, cette boîte dont vous nous parlez, elle est grande comment ? On va dire qu'on peut se la figurer par rapport à une feuille de papier A4 à peu près. C'est à peu près la taille, un petit peu plus grand. Donc, vraisemblablement, elle ne contenait pas de perruques comme celles qui viennent d'être évoquées par Karen, qui était vraiment immense, mais plutôt une perruque, on va dire, à la Louis XV, donc poudrée, blanche, avec le catogan, les boucles, les anglaises vraiment très bien dessinées de chaque côté du visage, et le catogan lui-même qui était souvent fait de 2 anglaises. Et cette boîte, elle est en laque particulier, vous m'avez dit. Alors, elle est en bois laqué à l'imitation des lacs de Chine avec une technique qui s'appelle le vernis Martin. Une technique qui a été inventée par les frères Martin, d'ailleurs, à Paris, puisqu'on manquait de laque chinoise, on en importait beaucoup pour réaliser des meubles prestigieux. Les grands ébénistes, tels que Bernard von Riesenburg, par exemple, utilisaient des panneaux de laque qui venaient carrément de Chine ou du Japon. Mais cette mode des chinoiseries s'est tellement développée qu'on n'arrivait plus à fournir avec des panneaux de laque originaux venant d'Extrême-Orient. Donc, des artistes français et parisiens ont commencé à imiter déjà le dessin des laques chinoises. Et ensuite, pour donner ce côté glacis et ce côté mordoré, ont inventé la technique du vernis Martin à partir d'une résine qui vient d'un arbre qui s'appelle le mopal, si j'ai bonne mémoire. Et alors, une fois qu'on a mis sa perruque, eh bien, on met plein d'autres accessoires, n'est-ce pas ? Donc, par exemple, des mouches, je crois. On commence par le maquillage et ensuite on se perruque. L'importance du maquillage sous Louis XIV, sous Louis XV, puis un petit peu moins sous Louis XVI, fait qu'on invente en fait de nouveaux produits et notamment sous Louis XIV, on s'enduit complètement le visage de céruse pour avoir la peau blanche. Donc la blancheur, c'est à la fois un signe de virginité. Ça permet également de lisser toutes les imperfections, de paraître de manière complètement uniformisée. C'est-à-dire que l'idée à la cour était aussi d'avoir une apparence qui s'uniformisait. On ne devait pas en fait être différent des autres. Donc on portait tous le même maquillage à base de blanc et de rouge. Donc le rouge pour les lèvres et pour les joues. Et plus on avance dans le siècle et plus on avance dans le règne de Louis XIV, et plus les femmes vont marquer le contraste entre le blanc et le rouge. Et plus on va avancer dans les différents règnes, et plus le maquillage va s'alléger pour arriver à une sorte de retour au naturel sous Louis XVI. Au-delà de ce maquillage, on portait des mouches, donc ces petits ronds de taffetas de soie qui se posaient sur le visage. Alors à la fois pour l'accentuer et pour séduire, mais à la fois pour masquer des marques, et notamment je pense à des marques de variole. La variole, c'était une maladie qui était répandue à l'époque. Donc les mouches avaient une signification selon la place qu'elles occupaient sur le visage. Elles traduisaient une émotion ou un message. Il y avait un véritable lexique de la mouche. Mais on le voit à travers une estampe qui représente l'ensemble de la famille royale sous Louis XIV. Les dames de la cour, autour de 1700, étaient entièrement recouvertes de mouches. C'est-à-dire qu'elles ne portaient pas une mouche ou 2 mouches, elles avaient des mouches sur l'ensemble du visage. Donc si je comprends, les jeunes aujourd'hui font du contouring. Donc elles mettent plusieurs couleurs et tout s'estompe. Là, c'était complètement différent. En fait, il fallait travailler une céruse, la plaquer pour avoir l'air toute blanche, et faire 2 pommettes rouges, c'est ça, bien accentuées, et les mettre aussi sur la bouche. Qu'est-ce qu'on utilisait et quel objet précieux utilisait-on pour arriver à ça ?
On utilisait pour ça toutes sortes d'objets précieux. Si on parle des onguents d'abord, par exemple, il y avait des petits pots à onguents absolument magnifiques, des bijoux, on peut dire. Par exemple, un petit pot à onguents en argent en forme de croix grecque, absolument ravissant, qui doit mesurer 3 ou 4 centimètres de haut, par 3 de large, avec un très joli anneau bouchon qui permet de le dévisser, ou encore ce pot en vermeil dans un petit étui en galucha qu'on peut emmener en voyage. Et ce pot, il est extraordinaire parce qu'il est très astucieux. En fait, il a un double couvercle. Il y a un premier couvercle, tout à fait banal. Dans le petit étui, on trouve aussi, chose très étonnante, une cuillère. On se dit, mais à quoi sert-elle? Et lorsqu'on soulève le premier couvercle, on découvre un deuxième couvercle muni d'un anneau. Et en fait, ce couvercle aujourd'hui, puisque le pot est vide, il est tout au fond du pot. Et là, on se dit, mais comment va-t-on l'attraper? Eh bien, la cuillère est munie d'un petit crochet. Et en fait, ce deuxième couvercle servait à protéger l'onguent de l'oxydation. Donc, au fur et à mesure que la belle ou le beau se servait de l'onguent, en fait, le petit couvercle intérieur descendait au fur et à mesure pour que le produit ne s'oxyde pas. Et lorsqu'il restait un tout petit peu de produit à la fin de l'utilisation et tout au fond du pot, pour éviter d'y glisser le doigt, ce qui était assez incommode puisque le diamètre du pot était assez étroit, on utilisait la cuillère pour attraper ce qui se trouvait au fond du pot. Donc vous voyez, on rivalisait d'ingéniosité en fait pour les produits de beauté déjà à l'époque, bien avant les systèmes très modernes d'aujourd'hui qu'on a avec ces poches intérieures dans des flacons qui permettent d'aspirer l'air au fur et à mesure. Bien, on le faisait déjà de façon beaucoup plus simple au XVIIIe siècle. Et puis, on avait aussi de très jolies petites boîtes pour y glisser les mouches. Alors, dans ces boîtes, indispensable miroir. Obligatoirement un petit miroir au mercure et des petits compartiments pour y mettre les mouches. Quelquefois, un petit compartiment à rouge et un petit pinceau. On trouve également des petits flacons tout petits, des petits flacons en cristal taillé avec un petit entonnoir dans lequel, vraisemblablement, on ne mettait pas d'eau florale puisque en fait, l'eau florale était destinée à des flacons plus grands, mais plutôt des huiles essentielles, quelques gouttes d'essence pour se faire une petite retouche parfumée et on glissait la petite boîte en question dans la poche. Par exemple, sur les mouches, comme ça, si je veux dire que je suis amoureuse de quelqu'un, je la mets où? Je dirais au coin de la lèvre. Quel autre message je peux transmettre avec mes mouches? Si j'étais intellectuelle, par exemple, on mettait la mouche plutôt sur le front. Si j'étais coquine, on la mettait au coin de l'œil. Si j'étais de nature très gaie et enjouée, on la mettait dans le creux de la joue, là où on a un creux quand on sourit ou quand on rit. Tout un langage. Ce que vous me dites donc, c'est que le maquillage, il est aussi bien pour les messieurs que pour les dames. Tout à fait. Les femmes et les hommes se maquillaient et, comme je le disais, cherchaient à cette uniformisation du paraître. Et donc, une fois que ce côté maquillé était fait, on se parfumait, on se lavait, on utilisait quoi à l'époque? C'est très intéressant parce que le rapport à la toilette et le rapport à la beauté est complètement différent d'aujourd'hui. Alors, il y a différentes choses à savoir. La première, c'est que à l'époque de Louis XIV, on se lavait principalement de manière sèche. On utilisait donc des eaux de senteur en friction et l'eau était très peu utilisée pour la toilette car on en avait peur et notamment l'eau chaude était réputée pour transmettre des bactéries, donc des maladies. Pendant assez longtemps, on a évité de se tremper dans l'eau chaude, même si on sait également que le roi prenait des bains, ce qui est paradoxal, mais la plupart des courtisans se frictionnaient avec des eaux de senteur, se lavaient exclusivement en se parfumant finalement, et changeaient plusieurs fois par jour de vêtements, et notamment des vêtements de peau, les chemises qui étaient en contact avec le corps. Je pense qu'on mettait cette eau sur une étoffe et on appliquait l'étoffe sur soi en frottant. Ce que je voulais ajouter également, c'est que on trouve au XVIIIe siècle du savon
Et il existe d'ailleurs de très jolis objets qui s'appellent des boules à savon de l'époque Louis XV et Louis XVI et des boules à éponge. Donc on commence à utiliser un petit peu le savon et l'éponge, mais effectivement sous le siècle de Louis XIV on utilise des toiles, alors peut-être du linon ou du coton, je ne saurais le dire. Alors, après, il y a tout un rituel, effectivement, pour la toilette qui est assez théâtral. On procède à la toilette du roi et en plus, elle a lieu en public. Le moment de la toilette est quelque chose de très important, contrairement à ce que l'on pense. Souvent, on a expliqué qu'il y avait de très mauvaises odeurs au château de Versailles, où tous les courtisans, en fait, logeaient. Les mauvaises odeurs, elles sont liées non pas à un manque d'hygiène corporelle, puisque les gens se lavaient différemment, mais se lavaient et se changeaient. Mais je pense que les mauvaises odeurs, en fait, étaient plutôt liées au problème de mauvaise organisation, on va dire, des toilettes. Voilà. Pour soulager les besoins naturels, en fait. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des accessoires du maquillage et de la coiffure sont également parfumés. Donc, les perruques sont poudrées avec de la poudre parfumée, les mouches sont parfumées, on achète des gants parfumés. En fait, tout est parfumé. Donc, en fait, vous embaumez, quoi que vous fassiez, tout est imprégné d'une senteur particulière. Et les senteurs choisies sont quasiment pour tout le monde les mêmes. Donc là aussi, on a dit uniformisation du paraître, mais aussi uniformisation de l'odeur. Et qu'est-ce qu'on sent? On ne sent pas la même chose à la cour de Louis XIV, à la cour de Louis XV et à la cour de Louis XVI. On sait aujourd'hui que Louis XIV avait une allergie aux odeurs assez générale, probablement liée aux problèmes dentaires énormes qu'il avait eus et qui avaient dû affecter son sens de l'odorat également. Il aimait beaucoup l'odeur de la fleur d'oranger, donc on peut dire et supposer qu'à la cour de Louis XIV, puisque c'était l'odeur préférée du roi et la seule qu'il supportait, l'odeur du courtisan devait tourner autour de la fleur d'oranger, mais poudre d'iris, parfum élégant, également la tubéreuse qui venait d'Italie. Sous Louis XV, le parfumage change. On sait que Louis XV aimait beaucoup l'odeur de la rose. La vogue de l'eau de Cologne commence à se développer à la cour et chez les parfumeurs de cette époque. Mais comme Karen l'a expliqué, il y avait eu cette uniformisation en fait, donc on n'avait pas un choix pour les courtisans et ils n'essayaient pas de se singulariser par leur parfum comme ça a pu être le cas après dans l'histoire de la parfumerie et comme ça l'est encore aujourd'hui. Sous Marie-Antoinette, on revient à plus de naturel dans la parure, dans le maquillage et paradoxalement, le parfum se complexifie un peu. On commence à faire des compositions plus sophistiquées, plus complexes à la fin du XVIIIe siècle et il y a d'ailleurs des maisons de parfums qui apparaissent, LT Pivert, Lubin, Dorin, qui démarre avec le commerce des mouches de Marguerite Montansier et puis qui devient une maison de parfums ensuite. J'ai oublié une chose concernant Louis XIV, dans les notes qui étaient très à la mode à la cour également, il y avait les notes épicées et les notes animales. Alors, les produits animaux sont aujourd'hui interdits dans la formulation des parfums. Mais il faut dire qu'à l'époque, tout ce qui était à base de notes musquées, civette, castoreum, ambre, et qui contribuait à la tenue des parfums, vraiment énormément, c'était très à la mode, de même que les épices, qu'on retrouvait également à la table du roi d'ailleurs. C'est assez amusant parce que les notes de muscade, de cardamome, de cannelle, qui étaient très très en vogue, on les retrouvait également dans certaines composition d'eau à l'époque de Louis XIV. Est-ce qu'on a retrouvé des flacons avec des restes dedans ? Il existe peu de flacons qui contiennent encore des essences de l'époque ou des eaux florales de l'époque qui ont dû principalement être utilisées. On trouve encore des flacons, plutôt 18e, qui contiennent des résidus de sel de vinaigre aromatique. Mais très souvent, il est impossible d'ouvrir ces flacons. Donc, alors c'est là que on distingue les courtisans du reste, on va dire, des consommateurs. La différence était dans le flacon. C'est-à-dire qu'on vous vendait le parfum dans un flacon banalisé, un flacon neutre, fonctionnel, mais ensuite vous pouviez de vous-même acquérir ou faire réaliser des flacons d'une très grande beauté et d'une grande préciosité, qu'il existe
toutes sortes de flacons dans des matériaux très, très différents, beaucoup de choses très précieuses. Je ne savais absolument pas que c'était les particuliers qui avaient leurs propres jolis flacons. Et du coup, on mettait ça tout seul dans une petite boîte, dans une grosse boîte? Comment on faisait? Alors, les particuliers fortunés, donc les courtisans, on va dire la haute bourgeoisie, effectivement achetaient leurs eaux de senteur dans des bouteilles et non pas des flacons, principalement chez l'apothicaire, puisque c'est chez eux qu'on se fournissait, quelquefois chez certains apothicaires parfumeurs. Ensuite, ces eaux de senteur ou ces essences précieuses étaient transvasées dans de très jolis flacons que l'on achetait souvent chez un marchand mercier qui vendait toutes sortes de ravissants objets que l'on pouvait mettre dans la poche, garder sur sa table de toilette, dans lesquels on pouvait transvaser les senteurs. Et on utilisait pour le voyage et pour se déplacer une boîte de toilette portative que l'on appelle une cave à parfum, dans lequel on trouvait de précieux flacons, de taille plus importante cette fois que ceux qu'on pouvait mettre dans la poche. On trouvait un entonnoir, très souvent on trouvait un petit mortier à fard, une petite coupelle. On pouvait aussi trouver un petit pot à onguent. Et tout ce petit nécessaire se présentait dans un coffret gainé de tissus très précieux, de soie galonnée. Il y avait bien sûr toujours un miroir au mercure. Et ces coffrets étaient réalisés dans des bois précieux, en marqueterie, voire même ornés de scènes galantes, par des artistes, dans l'esprit de Boucher par exemple, et ensuite laqués avec la fameuse technique du vernis Martin. Quand vous dites précieux, c'est le verre qui est précieux, il y a un capuchon en or? Le verre pouvait être plus ou moins précieux. Lorsqu'on trouve les premières traces en fait de verriers qui fabriquaient ce type de flacon, on peut citer par exemple Bernard Perrault qui a eu ses lettres patentes en 1668 par Louis XIV qui crée la verrerie royale d'Orléans. Par exemple, là, il s'agit de verre ordinaire, de couleur, puisque au musée est exposé un flacon en verre bleu, mais il existait également en verre incolore ou en verre ambré. Le bouchon, là, n'était pas précieux pour revenir à votre question. C'est un bouchon en étain. Petit à petit, quand même, la verrerie se perfectionne et on commence à trouver des flacons en cristal dorés à leur fin. Il y a dans l'exposition un flacon dont on a identifié un frère jumeau dans les collections du musée Carnavalet. Et ce flacon, orné de scènes à la chinoise, faisait partie des objets appartenant à Marie-Antoinette puisqu'on l'a retrouvé dans sa cellule au Temple. Les orfèvres fabriquent également des flacons extrêmement précieux, en or ciselé, en argent. Les verriers cherchent aussi à imiter les pierres dures, donc vous pouvez avoir des flacons qui imitent l'agate, des flacons en verre de couleur, rouge, travaillés. C'est surtout sous Louis XV et Louis XVI que la verrerie de luxe va se développer énormément et qu'on va trouver des exemples extrêmement divers de verreries destinées à la parfumerie. En matière de parfumerie, je crois qu'on pensait que les senteurs protégeaient et donc on avait des pommes de senteur. Les senteurs, elles ont plusieurs usages. Elles peuvent, dans certains cas, vous permettre de vous soigner. Donc, c'est le cas lorsque vous vous sentez un petit peu faible, lorsque vous avez une migraine. Enfin, on peut utiliser toutes ces senteurs d'un point de vue pharmaceutique, mais également d'un point de vue prophylactique. Tout à fait, on avait ces croyances qu'on pouvait éloigner toutes sortes de choses grâce à ces odeurs. Et on retrouve très souvent ce qu'on appelle des pommes de senteur ou pomander ou des vinaigrettes qui sont des petits accessoires qui peuvent s'accrocher à une châtelaine ou à une ceinture ou à une chaînette et qui permettent de diffuser des odeurs grâce soit à une petite éponge imbibée d'eau de senteur ou d'huile, voilà, de choses très concentrées, ou même des morceaux de matière parfumée comme de l'ambre par exemple. Et ces objets-là sont précieux.
Alors, ces objets sont archi précieux. Les pomander, notamment, qui sont en métal précieux, en forme d'œuf, entièrement ciselés, sont de véritables bijoux. Les vinaigrettes sont souvent des petits pendentifs ajourés. On glisse sous la petite grille un petit morceau de coton imbibé de sel de vinaigre aromatique, par exemple. Et lorsqu'on se sent défaillir à la cour, puisqu'il y a énormément de monde et qu'on porte un corset très serré, on prend la petite vinaigrette que l'on porte soit en pendentif, soit accrochée au corsage, soit qu'on glisse dans la poche, et on respire ces sels de vinaigre aromatique afin de reprendre ses sens. Et en matière de soins un peu prophylactiques ou de santé, j'ai vu qu'il y avait un gratte-langue. Ah oui, parce que l'hygiène de la bouche, c'est aussi quelque chose de très très important à l'époque. Aujourd'hui, on va dire qu'on la pratique plutôt de façon cachée et intime dans la salle de bain. Mais à l'époque, pas du tout. On avait parfois dans la poche, et les hommes y compris, de petits objets qui servaient de cure-dents, également de gratte-langue, alors souvent en argent, travaillé, ciselé, torsadé, par exemple, et quelquefois bifonction, donc d'un côté le gratte-langue qui peut ressembler à une cuillère et de l'autre côté une pointe qui sert de cure-dent, tout cela glissé dans de petits étuis en bois précieux, par exemple le bois d'amourette, qui était utilisé à cette époque, que l'on pouvait même sertir de petits clous facettés. C'était un petit objet qui mesurait environ 9 cm par 1 cm à 1 cm et demi de large, et on glissait ça dans sa poche, et on pouvait le sortir pour soulager une gêne ponctuelle lorsqu'on avait fait un bon repas, par exemple. Maintenant qu'on a vu comment on soignait le corps, on va voir comment on se paraît sur l'extérieur. Je crois que la dentelle, pour hommes comme pour femmes, était vraiment le top du top, c'est ça ? Parmi les ornements du vêtement, la dentelle est l'élément qui est le plus précieux, le plus cher, le plus difficile en fait à réaliser. Sous Louis XIV, les courtisans se fournissaient auprès de fabricants de dentelles vénitiens, tant et si bien que Colbert, trouvant que trop d'argent était dépensé à l'extérieur du pays pour ces dentelles, fait venir des dentelières vénitiennes et des dentelières des Flandres pour venir former des artisanes françaises à la dentelle. Et donc, c'est sous Louis XIV que se développent différents centres denteliers français, différentes manufactures, et notamment la manufacture d'Alençon et d'Argentan. Donc, la France développe un véritable savoir-faire concernant la dentelle. Et donc, ces morceaux de dentelle par les vêtements et sont décousus et recousus sur différents vêtements puisque ça coûte tellement cher, on ne se sépare pas de la dentelle. On la conserve toute sa vie et ensuite on la donne, on la lègue à ses héritiers. Et donc cette dentelle, elle se porte où ? Alors, il y a aussi un usage mobilier de la dentelle. On peut utiliser la dentelle dans un intérieur avec des napperons ou des étoffes d'ameublement. Sur le vêtement, elle se porte, surtout chez les hommes, au niveau du col. Elle se porte sur le rebord des manches, on appelle ça les engageantes. Elle se porte également fixée au corsage avec un long ruban de dentelle qu'on appelle le volant. Elle se porte également autour de la tête, fixée à une coiffe, de longs rubans de part et d'autre du visage qu'on appelle les barbes chez la femme. Et cette espèce de gros col rigide, il s'appelle comment ? Alors, ça s'appelle un col à rabat. Alors, on ne sait pas si c'est une confection française ou vénitienne. Donc, on a un col à rabat qui a été confectionné aux alentours de 1660. On n'a pas encore réussi à déterminer de quelle manufacture il vient. Et donc, c'est des cols portés par les hommes et aussi beaucoup étaient portés par les ecclésiastiques. C'est vraiment une chose qu'on retrouvait autant chez les hommes que chez les femmes. Dans l'aspect extérieur, comme ça, il y a aussi plein d'autres choses. Alors, il y a différents ornements du vêtement. Donc, outre les dentelles, on va retrouver des boutons, on va retrouver des broderies. Et notamment, c'est important pour l'apparat masculin, ce sont les boutons et les broderies de gilet, puisque seuls les hommes portent les boutons. Jusque très tard, le bouton est exclusivement masculin.
C'est seulement à la fin du règne de Louis XVI que les femmes vont porter ce qu'on appelle la redingote et donc porteront des boutons. Mais jusqu'alors, les ornements du vêtement féminin, ce sont des rubans, ce sont des dentelles, mais pas les boutons. Et dans le vestiaire masculin, ce qui est important aussi, ce sont les gilets. Donc les gilets portent à la fois des boutons et à la fois des broderies, et notamment des broderies autour des poches. Et on retrouve vraiment des choses exceptionnelles en matière de broderie, que ce soit des broderies de thématique végétale, mais aussi de véritables petites scènes de genre. Je pense notamment à ce gilet qui portait une scène avec un coq et un chien entourés de végétaux. Ce sont de véritables artistes qui vont faire les modèles pour ces broderies, qui vont être ensuite repris par les brodeuses. Donc l'homme a une chemise. Là-dessus, il y a le gilet, qui en fait n'est pas le gilet court qu'on porte aujourd'hui, qui est, nous, on dirait presque un par-dessus, mais sans manches. Au-dessus, il a un par-dessus. Tout à fait. Qui est la même chose, mais avec des manches. Et il y a plein de boutons le long de ça. Et des fois, les boutons ne servent pas à boutonner. Alors en fait, les boutons sont bien trop nombreux pour être tous utiles. Il y a beaucoup de boutons qui ne servent pas, mais le bouton pour l'habit masculin est ce que le bijou est à la femme. C'est-à-dire que c'est des boutons qui sont extrêmement précieux, qui prennent de plus en plus de place. Il y a des boutons qui sont très très larges. Il existe des boutons avec des paysages, des monuments, des scènes de genre. Il y a toutes sortes de boutons. Et il y a des boutons qui sont vraiment très précieux et qui sont présentés comme des bijoux, qui sont entièrement ciselés, qui sont très travaillés. Ça peut être en nacre, ça peut être en métaux précieux, toutes sortes de matériaux. Et les boutons sont de véritables bijoux pour l'homme. Autre bijou pour l'homme qui est très caractéristique de cette époque, puisque je crois qu'il n'existe plus, c'est une fois qu'on a mis donc son gilet et sa redingote, on met sa culotte. Ça part de la taille et ça s'arrête au genou. Et le top du top, c'est d'assortir ces boucles de culotte, ces boucles de souliers, c'est ça? Ah, tout à fait. Tout à fait. Alors, en fait, la boucle de soulier, qui est un bijou également masculin et féminin, même si on porte pas le même modèle, on porte des boucles de souliers en tant que femme ou en tant qu'homme. Mais chez les hommes, les boucles de chaussures sont assorties aux boucles de jarretière, donc qui tenaient en fait ce qui correspond au bas, on va dire, chez les hommes. Donc on portait des bas, ce qu'on appellerait des chaussettes aujourd'hui, qui sont fixées grâce à une petite boucle qui ressemble à une boucle de chaussure en beaucoup plus petit. Donc effectivement, l'idée était d'assortir ces deux types de boucles. Donc on achetait des parures de boucles assorties. Je crois que c'était obligatoire. C'est Louis XIV disait que si on n'avait pas de boucle, on rentrait pas à la cour. Hein. Tout à fait. En fait, pendant longtemps, on a porté des rubans aux chaussures. Puis, on a mixé le ruban et la boucle. Finalement, le ruban a disparu pour laisser place à une boucle de plus en plus imposante, de plus en plus grande. Et Louis XIV imposait aux hommes le port de la boucle à la cour. Et la boucle s'adaptait en fait aux différentes circonstances. Donc, vous aviez des boucles plus simples avec, par exemple, des strass, on va dire pour la journée. Vous avez des boucles en pierres précieuses pour des grandes occasions. On portait également des boucles avec des pierres noires pour les funérailles. La boucle vraiment s'adaptait à tout type de circonstances. Et quelquefois, elle pouvait même être totalement démesurée si on était un mirliton. C'est ça, le dandy de l'époque. Alors la boucle, c'est un petit peu le pendant de la perruque. On a dit la perruque, plus elle était haute et plus on imposait son rang. La boucle, c'est la même chose. Plus elle était large et plus on dominait en fait. Donc les chaussures étaient des chaussures à talons avec ces énormes boucles qui ont pris des proportions assez importantes. Et parfois même les boucles gênaient totalement la personne qui la portait puisqu'elles traînaient en fait de part et d'autre de la chaussure. Elles touchaient le sol en fait tellement elles étaient imposantes. Donc, il fallait marcher jambes écartées. Il fallait marcher de manière très gracieuse, oui. Il y a quelque chose d'autre qui m'avait vraiment attiré l'œil, qui n'est pas vraiment de la parure, mais qui est quelque chose de tellement charmant. C'était les boîtes à billets doux, qui font partie, je crois, de ce que vous appelez les objets de galanterie. Les billets doux, quel nom poétique. Le terme générique, c'est également étui à message. En fait, ce sont de petits tubes que l'on pouvait glisser dans la poche ou dans la main
de l'être que l'on convoitait ou à qui on souhaitait faire passer un petit message. Donc, ces petits tubes, on y glissait un petit message écrit en papier. Ils étaient réalisés dans toutes sortes de matériaux, de l'écaille à décor de scènes galantes, ensuite revêtues de vernis martin, en marqueterie de paille par exemple, également gainés de galuchas et sertis d'argent. Ils comportaient parfois un deuxième compartiment pour recevoir un tout petit flacon rempli de sel de vinaigre aromatique. Donc, c'était un objet à deux fonctions. Et c'est vrai que ces objets sont absolument charmants et ils sont à rapprocher également de petites boîtes que l'on appelle des bergamotes, qui sont une spécialité grassoise du XVIIIe, qui étaient de petites boîtes recouvertes d'écorce de bergamote séchée, mises en forme sur une forme en bois arrondie, qui était ensuite peinte, ornée d'un petit message galant, je me languis, par exemple, et que l'on remplissait de friandises, petites confiseries, petits bonbons, et que l'on offrait également à ses amis, à sa fiancée, à son fiancé, en gage d'amour ou d'amitié. Et qu'est-ce qui existe d'autre comme objet de galanterie? Et l'objet de galanterie, ça rassemble quoi? Alors, l'objet de galanterie ou galanterie de poche, ça rassemble en fait l'ensemble des objets que l'on peut tenir dans sa main ou dans sa poche. Et c'est extrêmement intéressant la manière dont, à cette époque, on va mettre en valeur tout type d'objets. Donc, ce sont des éventails, ça peut être des bijoux aussi. On peut parler de montres, de certains bijoux, des petites tabatières, donc parce que les femmes et les hommes utilisaient le tabac. Ça peut être des petits nécessaires à parfum, mais des petits nécessaires de couture. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses. Et ces objets de galanterie, ils sont véritablement le vecteur d'un message qui est la séduction, bien sûr, mais aussi la toute-puissance, puisque ce sont des choses qui vont être de plus en plus élaborées et de plus en plus précieuses et qui vont permettre aux courtisans non seulement de montrer son pouvoir et sa richesse à travers l'objet lui-même, mais aussi accompagner la manipulation de l'objet et le port de l'objet de toute une gestuelle en fait très particulière et très élégante, très raffinée, qui est vraiment propre à cette classe-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fin du règne de Louis XVI, à un moment où on va avoir une simplification du costume, du vêtement, on va aller vers plus de naturel. La manière de continuer à se distinguer pour les courtisans va être de faire fabriquer, notamment par les marchands merciers, des objets de galanterie encore plus raffinés, avec des matériaux encore plus précieux, des savoir-faire encore plus poussés, parce que ce sera une manière de pouvoir continuer à se distinguer. Galanterie, c'est pas des objets qu'on offre à son galant, c'est des objets qui montrent qu'on fait partie de la caste des galants. Alors, il y a les deux. Il y a deux choses. C'est-à-dire que, comme l'a dit Anne concernant les bergamotes, on peut aussi trouver de nombreux objets, que ce soit des boîtes à mouches, que ce soit des nécessaires, qui peuvent être offerts. Donc, pas seulement dans le cadre de la séduction, ça peut être aussi dans le cadre de l'amitié. Il y a beaucoup d'échanges amicaux. Ça peut être aussi des cadeaux diplomatiques. En fait, il y a toutes sortes de situations dans lesquelles on offre les objets, mais aussi dans la situation amoureuse. Après, lorsqu'on parle d'objets de galanterie, on pense à l'éventail qu'on utilise pour séduire, on pense à toute cette gestuelle qui accompagnait le port de ces objets. Et puis, de toute façon, c'est une manière de montrer quelque chose de beau et de partager quelque chose d'exceptionnel. On séduit aussi par sa richesse et son pouvoir. Et les cache-talons en or, ça fait partie de la galanterie? Les parures de talons qui sont en pomponne. Le pomponne, c'est un alliage d'or et de cuivre qui a été autorisé au XVIIIe siècle, puisqu'on n'avait pas le droit de toucher à l'or, qui restait un monopole royal, bien sûr. Donc ces parures de talons, c'est une petite mode sous le règne de Louis XV. Elles étaient destinées aux femmes. D'ailleurs, elles ont la forme d'un talon qu'on appelle Louis XV, puisque Louis XV a donné son nom à un talon très haut, qui pouvait atteindre jusqu'à 12 cm, donc on n'est pas loin de nos extrêmes actuels, on va dire, qui présentait une cambrure extrêmement inconfortable, puisque l'axe et le cambrion étaient déplacés vers le milieu
de la semelle. Donc, vous pouvez imaginer que jucher sur 12 centimètres en étant en équilibre précaire, ça devenait très, très compliqué. Et cette mode du talon qu'on a appelé talon bijou, qui a été très éphémère à la cour de Louis XV et réservée vraiment aux femmes de la haute aristocratie, a été assez exceptionnelle puisqu'on sertissait certains talons de pierres précieuses, carrément. On leur avait donné le nom à ces parures de talons de venez-y voir, puisque il fallait soulever la robe de la dame pour aller voir le talon en question. Tout le monde ne pouvait pas voir le talon. Et ces parures de talons n'ont rien à envier aux talons actuels les plus fantaisistes que nous voyons dans la mode, ornés de perles, en métal, en miroir, en toutes sortes de matériaux. En matière de bijoux, quelles sont les pièces phares de cette époque et de l'exposition ? Alors, une des pièces phares de l'époque, c'est la châtelaine, qui est cet accessoire qui se portait à la ceinture et qui montre différentes petites chaînettes qui permettaient d'y accrocher ce qu'on appellerait aujourd'hui des breloques ou des charms, c'est-à-dire toutes sortes de petits objets, dont la montre, mais également des petites clés, plein de petits ustensiles que l'on voulait porter sur soi. Et c'est vraiment un dispositif très ancien qui perdure et qui se développe sous Louis XIV notamment. Alors c'est un objet qui s'accrochait principalement à la ceinture. Donc, pour les messieurs, il y a des montres. Oui, alors la montre, c'est le bijou masculin par essence, puisque c'est typiquement dédié aux hommes. Et donc, au début du règne, la montre, elle se porte autour du cou, puis elle passe à la poche sous la forme d'une montre dite à oignon, à cause de sa forme très arrondie. Et en 1675, c'est le physicien et mathématicien Christian Huygens qui va demander à Isaac Thuré d'appliquer sur une montre oignon un célèbre ressort spiral, donc il y a vraiment un dispositif tout à fait révolutionnaire qui va permettre d'inventer un balancier qui est aussi de façon régulière. Il est nommé, ce Thuré, horloger de la maison du roi Louis XIV en 1684. Il va développer toute une série de montres à oignon, toutes plus belles les unes que les autres. Dans les bijoux typiques de cette époque, il y a tout ce qui se porte en haut, j'allais dire le cou, le col, le décolleté. C'est un nom spécial, je crois. Alors, vous voulez certainement parler des pans à col, qui sont des bijoux qui effectivement peuvent se porter au col, mais également sur le corsage, que l'on suspend à un ruban, à une chaîne, voire à une petite agrafe que l'on fixe sur le corsage. Ces pans à col portent quelquefois l'effigie, le portrait de quelqu'un, un enfant, une femme aimée, un homme aimé. Ce sont des portraits quelquefois émaillés, sertis de pierres précieuses, de perles également. Ils peuvent de temps en temps être simplement des médaillons que l'on peut convertir aussi en broches. Le médaillon plus simple, sans effigie, se porte également énormément. Certains médaillons, sous le siècle de Louis XIV, reprennent par exemple certaines modes très présentes dans les arts décoratifs. Donc on trouve des décors d'inspiration ottomane, comme dans ce médaillon polychrome émaillé de fleurs absolument majestueuses dans des tons très vifs de jaune, de rouge, de bleu présentés dans l'exposition. Là, on vient de faire tout un tour de la galanterie de Louis XIV à Louis XVI. On a fait ce tour parce que vous avez créé, toutes les deux, une sublime exposition qui s'appelle donc Séduction et pouvoir, l'art de s'apprêter à la cour, qui est au domaine de Marly. Dans cette exposition, pour finir un petit peu ce tour, quel accessoire préférez-vous ? J'ai deux chouchous, moi. C'est le premier, on vient d'en parler, ce sont les parures de talons en pomponne, ce que je trouve absolument exceptionnel. Et puis c'est très rare finalement de voir cela. Et mon second objet préféré, dont on n'a pas véritablement parlé, c'est un petit nécessaire à parfum et à couture qui se trouve logé dans une noix sertie de métal précieux. Voilà. Une vraie noix ? Une véritable noix, oui. Donc les flacons dedans, il y en a combien ? Il y a un flacon et un dé à coudre, un flacon qui fait à peu près la taille de l'ongle de mon petit doigt, avec un petit bouchon en vermeil. Elle est présentée ouverte, mais elle se ferme et elle se glisse dans la poche. Et vous, Anne ?
Un objet me touche beaucoup, c'est le billet doux en marqueterie de paille pour sa finesse d'exécution et son côté plus humble aussi dans le matériau de base, la paille. La paille, c'est quelque chose d'humble. L'objet devient précieux par la qualité d'exécution et ça, je trouve ça assez remarquable. Je vais dire aussi qu'il y a un objet dans la partie cosmétique et maquillage que je trouve très très intéressant et qui est assez extraordinaire parce qu'il a un résidu de produit. C'est le petit mortier à fard avec sa boîte d'époque, comme une petite soucoupe en porcelaine décorée à leur fin, qui est un petit pot en même temps mais qui ne s'ouvre pas et sur lequel on pouvait broyer le fard et ensuite, bien sûr, se farder les joues. Karen, en fait, vous êtes la directrice du musée de Marly. Tout à fait. Donc, je dirige le musée du domaine royal de Marly depuis quelques mois. Je suis arrivée en août. Avant cela, j'étais conservateur adjoint au musée de la chasse et de la nature. Donc, moi, j'ai fait un parcours universitaire. J'ai un doctorat en histoire de l'art. Et je me suis dirigée vers les musées, la conservation. Et c'est un grand bonheur pour moi de gérer une collection et d'organiser des expositions et de faire de la recherche. Et surtout de faire renaître ce domaine de Marly. Si je devais résumer, c'était le petit Deauville de Louis XIV. Tout à fait. Donc, le château de Marly, c'était la demeure de plaisance, la demeure de chasse de Louis XIV, où il se retirait de la cour de Versailles, où l'étiquette était très lourde, pour venir séjourner quelques jours par semaine avec sa famille et accompagné de courtisans triés sur le volet, qui se retiraient dans ce petit château qui était une merveille, dans un écrin de verdure. Et malheureusement, ce château qui a survécu à la Révolution a été démantelé au début du 19e siècle, car la personne qui en avait fait l'acquisition a fait faillite et a complètement démembré le château. Donc aujourd'hui, le musée se trouve sur le domaine national de Marly, dont il ne reste que le magnifique parc et notre musée qui vient témoigner de l'existence de ce château disparu. Le musée a été rénové juste avant la période de Covid. Donc au moment où il a rouvert, il a dû refermer comme tous les musées lors du premier confinement. Et aujourd'hui, donc nous présentons cette exposition Séduction et pouvoir, qui est la première exposition du musée qui est organisée depuis de très longues années. On a une programmation très riche autour de l'exposition. Donc des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes. On a des visites flash de l'exposition. Nous avons des conférences sur différentes thématiques liées à la séduction, à la mode, au parfum. Il faut absolument aller sur le site internet pour voir la programmation autour de l'exposition. On mettra le lien sur la page du podcast. Et Anne, vous êtes donc co-commissaire de cette exposition, bien sûr, et vous êtes aussi la fondatrice du musée à la carte. Oui, c'est cela. J'ai créé le musée à la carte en 2014. Après avoir orienté les activités de mon agence depuis 2010, en fait, vers le développement culturel, j'ai commencé par avoir des aventures culturelles à l'étranger, en Asie principalement. Les équipes culturelles du consulat de France basées à Hong Kong ont demandé si j'allais accepter de travailler avec eux pour défendre les savoir-faire français et leur histoire et la culture de ces métiers liés principalement au domaine de la mode, du parfum et de la beauté, venant de l'univers du parfum et de la beauté avant la création de mon agence. J'ai accepté. Et j'ai trouvé absolument passionnant de créer des outils pédagogiques sous la forme de livres et ou d'expositions pour expliquer l'histoire de tout cela. Donc j'ai commencé à travailler avec des historiens, avec des chercheurs, avec des musées, avec des collections privées pour mettre tout cela en musique, y compris la façon de scénographier toutes ces histoires. J'ai adoré vraiment faire ça. C'est un métier de transmission qui me passionne. Et je trouve que ces métiers sont vraiment une des gloires de la France, en fait, et de nos métiers d'art. J'ai créé ensuite une marque, le musée à la carte, qui me permet aujourd'hui de centraliser et de regrouper toutes ces activités
et je le fais avec beaucoup de plaisir dans différents cadres. Je travaille avec différentes régions, avec des pays étrangers, voilà, pour essayer d'être l'ambassadrice quelque part de l'histoire des métiers d'art et de l'histoire de la mode, du parfum, de la beauté. Si vous deviez donner un conseil à une jeune femme aujourd'hui qui voudrait faire comme vous, c'est-à-dire Karen aller dans le culturel et Anne inventer un métier qui n'existe pas, quel conseil vous lui donneriez ? Alors moi, j'ai un conseil très simple, c'est de ne pas écouter les gens qui disent qu'on n'y arrivera pas pour une raison ou pour une autre. En fait, on arrive toujours à ce qu'on souhaite. Si on n'emprunte pas la voie que les autres ont choisie pour vous, c'est pas un problème. Il faut absolument persévérer et avancer. Et on y arrive. Alors moi, je dirais qu'il faut être intuitif, suivre ses intuitions et être curieux et se faire confiance. Eh bien, merci beaucoup Karen. Merci infiniment. Merci Anne. Merci Anne. Merci d'avoir écouté Brillante. Je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions ou de vos questions pour Karen Chastagnol et Anne Camilly sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le prochain rendez-vous sur ce podcast Brillante sera le 18 juin. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast Le bijou comme un bisou pour une nouvelle histoire ou une actualité du bijou. Faites-moi plaisir, soutenez le podcast en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en le partageant sur vos réseaux sociaux. À dimanche prochain et soyez brillantes.